Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique et le Monde. Cette fois encore, nous allons faire une revue rapide de l'actualité internationale de la semaine. Nous allons parler de la situation au Mali et de cette guerre russo-ukrainienne qui tend à nous replonger dans des relents de guerre froide. Et pour aborder ces quelques sujets, nous aurons avec nous le docteur Djifa Agbezouken, docteur en droit public et relations internationales, que nous aurons du côté de Rabat au Maroc. Et sur ce plateau, nous aurons Morgan Assogba Metonji, consultant analyste géopolitique, en face Hamzat Abdoulaye, consultant en relations internationales. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Docteur Djifa Agbezouken, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bonjour, je me porte très bien, j'espère que vous également. Ça va, ça va. Voilà. La première rubrique de cette émission, c'est nous allons faire un tour de table rapide sur. Ce sera parfois une image, parfois une citation prise sur un site, en tout cas le compte Twitter du toujours très bien informé Serge Daniel, le correspondant de RFI au Mali. Et c'est une déclaration de l'imam Mahmoud Diko, survenue hier 26 mai 2022, où il dit, extrait, le peuple malien est pris en otage par des gouvernants arrogants, 3 points de suspension, et la communauté internationale pense par leur orgueil qu'on doit rester dans cette situation de misère, d'insécurité et de précarité. Alors, qu'est-ce que, pour cette figure tutélaire du mouvement de contestation, qui ayant fait le lit à l'arrivée des militaires au pouvoir, qu'est-ce que ça vous inspire, docteur Agbezouken? Alors, pour moi, cette déclaration de l'imam, ce n'est que le cri de cœur, en fait, de l'ensemble ou de la majorité de la population malienne, puisque je pense que ce personnage est assez proche de la population du fait de son rôle de responsable religieux. Certainement, des gens se confient à lui et il vit la même situation que ces personnes-là. Donc, forcément, c'est quelque chose que ressent la majorité de la population malienne aujourd'hui. Et ça, on le remarque depuis le début de la crise malienne. Et les Maliens qui pensent que la CEDEAO agit contre leurs intérêts, de même que voilà, les autres organisations internationales. Aujourd'hui, je pense que, vu la lenteur à trouver un compromis avec la CEDEAO au sujet du calendrier de la transition, on peut aussi supposer un agenda peut-être caché qui sont au pouvoir. Pourquoi ne fléchissent-ils pas ou pourquoi n'essaient-ils pas de trouver un compromis pour sortir de la crise? Parce que plus ça dure, plus le calvaire de la population s'agrandit et ce n'est bien pour personne, ni pour les États, enfin les autres États membres de la sous-région, ni pour les premiers concernés qui sont les populations maliennes. Donc cette Voilà. déclaration, pour moi, c'est clairement le cri de cœur de la population malienne. Ouais. Pour la CEDEAO, les organisations de la société, en tout cas la communauté internationale, on peut comprendre, mais est-ce que ça voudra dire que la lune de miel entre le front de contestation et la junte militaire au pouvoir est d'ores et déjà terminée? C'est Vous quelque êtes là? chose qui risque Oui. d'arriver Oui. Hmm. très, très vite si justement les choses n'évoluent pas. Donc, Parce que, oui, oui. Je vous écoute, oui. voilà, je disais tantôt que c'est quelque chose qui peut arriver très vite si les choses n'évoluent pas rapidement, parce que la population ne peut pas attendre indéfiniment pour que les hommes politiques puissent trouver une solution. Eux, ils veulent des actes concrets et des situations très concrètes. C'est des gens qui vivent dans la précarité, qui vivent dans l'insécurité. Donc, que des gens jouent aux diplomates ou aux grands papiers et qui n'essayent pas de faire avancer les dossiers, les gens ils vont comprendre ça jusqu'à un moment donné, ils en auront marre, ils vont sûrement Ils vont. justement se retourner contre les militaires qui sont au pouvoir parce que la population comprend vite, mais la population n'est pas assez résistante pour pouvoir justement subir cette crise qui dure et qui ne donne pas signe de fin, quoi. Voilà. OK. On revient sur ce plateau.
est-ce que vous avez la même lecture de la situation? Est-ce que, encore une fois, pour la communauté, cette déclaration vis-à-vis de la communauté internationale, elle est compréhensible, mais c'est ce qui est plus surprenant, c'est vis-à-vis du pouvoir militaire en place. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'imam Dicko tense un peu les militaires, mais cette fois, c'est un peu plus cash. Alors, si vous prenez la déclaration telle qu'elle est retransmise sur le compte Twitter, vous allez penser tout de suite que c'est ainsi. Mais lorsque vous essayez d'écouter la déclaration dans son entièreté, vous comprenez que l'imam n'est pas critique de façon acerbe vis-à-vis de la junte au pouvoir, mais que l'imam est en train de décrire une situation qui n'est pas dans l'intérêt du peuple malien. Et l'imam l'a rappelé, il l'a souligné, qui ne s'inscrit pas dans une dynamique contraire à celle de la junte au pouvoir ou du gouvernement en place de transition, mais qu'il est en train d'attirer l'attention sur le fait que les populations se retrouvent, le peuple malien se retrouve ici être le seul à souffrir concrètement de la situation telle qu'elle est présentée. Oui, mais il parle quand même de gouvernement arrogant. Oui, l'arrogance du gouvernement ne s'inscrit pas dans le sens de l'arrogance qui n'est pas, qui est un comportement négatif, comme on a l'habitude de le percevoir. Il s'agit du comportement des dirigeants qui estiment qu'ils n'ont pas à aller dans la dynamique de supplier ou de leur capacité régalienne. Et quand je parle de capacité régalienne, vous allez voir que la junte au pouvoir aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'admiration qui semble apparaître non seulement de certains Maliens, mais aussi dans la sous-région où l'esprit panafricanisme, c'est ce que l'imam qualifie d'arrogance qui est soutenue a priori. Cette capacité que le gouvernement de transition est en train d'avoir de pouvoir tenir tête, si on peut le dire ainsi, à ses interlocuteurs. Et donc, ce n'est pas que l'arrogance est une arrogance qui est critique ou négative, mais il s'agit d'attirer l'attention de la jeune sur l'objectif, qui est de ne pas en faire trop pour permettre, ou du moins pour induire la population dans cette souffrance qui semble s'éterniser. Oui, Hamzat, sur cette même déclaration. Je n'ai pas la même lecture que mon confrère, parce que les propos de l'imam Dicko traduisent deux volets, deux aspects, deux paramètres qu'il est important de rappeler. C'est d'abord la crise institutionnelle créée par l'arrivée au pouvoir de la junte au Mali. Ensuite, le deuxième point traduit aussi la crise à l'extérieur du Mali, enfin du Mali avec les autres institutions. Et si je reviens au premier point, la crise à l'intérieur, le Mali traverse une crise institutionnelle. Quand il parle d'arrogance, eh bien, il ne mentionne pas uniquement l'arrogance au mot, mais il va plus loin. Il a parlé de liberté d'expression des personnes qui sont de plus en plus brimées. Donc, la crise institutionnelle traduit une crise régalienne aussi. À partir du moment où l'économie est étouffée, étriquée, parce que les sanctions sont là, évidemment, à partir du moment où, à l'intérieur, la vie politique est à l'arrêt, parce que les organisations de la société civile n'arrivent plus à s'exprimer comme cela se devait. La vie politique est complètement à l'arrêt, justement parce que nous avons en face une junte qui est en train de remettre les choses en place. Mais ça prend trop de temps. Et c'est ce que l'imam souligne. Cette prise de temps, cette durée dans le temps n'est pas du tout bon pour le Mali, n'est pas du tout bon pour le peuple. Et rappelons-le, l'imam Dicko, c'est le faiseur et le défaiseur de rois. Ibeka l'a senti dernièrement. Et rappelons aussi qu'il a soutenu l'arrivée de la junte au pouvoir. Et si c'est la première fois qu'il élève aussi le ton, aussi loin, qui va aussi loin. Donc ça traduit clairement une crise institutionnelle au Mali. Et ça traduit aussi, puisqu'il a exprimé une peur à la fin en disant qu'il ne serait pas surpris et bien qu'on l'arrête à la sortie de la salle. Donc, clairement, les Maliens aujourd'hui sont
un peu, je le rejoins, mon confrère sur ce point, ils sont un peu en train de tanguer entre la lutte panafricaniste d'une part Et la réalité. et la réalité qu'ils vivent d'autre part. Et je pense que la réalité est en train vraiment de prendre le dessus, parce que si l'imam qui a une voix très forte, qui est capable de faire des manifestations, d'organiser des manifestations monstrueuses, j'allais dire, eh bien, s'exprime de cette façon, eh bien, c'est que derrière lui, il y a Alors, de fortes ça voix traduit une qui certaine- traduisent un mal-être profond. Deuxième chose, Oui, c'est très par rapidement. rapport, oui, très rapidement. Deuxième chose, c'est la crise avec l'extérieur, avec les institutions. J'espère que ça va se dénouer, mais en évoquant une crise institutionnelle avec les institutions para-étatiques telles que la CEDEAO et l'Union africaine, entre autres, eh bien, l'imam Dicko a parlé rappelez-moi le maître mot, il a parlé d'arrogance et d'orgueil. et De d'orgueil. la communauté Donc, internationale. l'orgueil, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire c'est de leur côté. Au lieu de prendre les discussions autour de la table de façon simple et de trouver des issues, eh bien, on complique la vie au Mali, et en sachant que le Mali fait partie d'un corps plus grand et ça pose problème avec le temps, forcément. Voilà, ça c'était juste pour avoir vos avis là-dessus. Nous allons évoluer vers le second sujet. Voilà, de plus en plus d'analystes parlent de guerre froide, en tout cas de relance de guerre froide, en regardant, se focalisant quelque peu sur l'évolution de la guerre russo-ukrainienne. Certains analystes ne parlent même plus de guerre russo-ukrainienne, on parle de guerre autant en Russie ou d'Amérique, Russie. Et cette semaine, il y a eu un fait particulier, c'est, disons, l'invective que le président Biden a envoyée du côté de la Chine. En tout cas, la Chine a été quelque peu tensée vis-à-vis de Taïwan. Le secrétaire d'État Biden a essayé quelque peu d'arrondir les angles. Cette semaine, vous savez, il se tient à Davos le Forum économique mondial, et un vieux routier, un vieux spécialiste des relations internationales, Henry Kissinger, malgré son âge, a fait quelques déclarations pour le moins assez évocateurs. Il dit simplement il faut veiller à ne pas acculer la Russie, simplement parce que ça peut nous faire basculer dans une ère voilà, qu'on a cru déjà passer. Alors, docteur Djifa Agbezouken, est-ce que de ce qui se dessine, hein, la fracture internationale, les Américains sont depuis hier en train de rallier le Pacifique autour d'eux, les pays du Pacifique autour d'eux. Alors, pour les pays africains, on leur exige quelque peu de choisir leur camp. Est-ce qu'on est reparti? Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces spécialistes qui parlent en tout cas d'une nouvelle guerre froide entre, je ne sais pas comment on va l'appeler, est-ce qu'on va l'appeler entre Est et Ouest, en tout cas, une nouvelle ligne de fracture qui est en train de se dessiner, s'épaissit de jour en jour? Oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, nous avons la Russie et les pays qui la soutiennent, et de l'autre, vous avez les États-Unis avec les autres pays de l'OTAN. Donc, clairement, et c'est aujourd'hui, enfin, je n'irai pas jusqu'à parler de guerre froide. C'est pas une guerre froide, puisque déjà il y a des coups de canon qui retentissent sur la population ukrainienne. Donc la guerre froide, à l'époque, il n'y avait pas eu de coups de canon. Donc aujourd'hui, il y a des populations qui meurent à cause de cette guerre-là. Mais cette guerre au-delà, c'est la confrontation que nous avions eue dans le passé entre deux idéologies, donc le groupe capitaliste et le groupe communiste. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que les États-Unis soient capables ou aient envie de se plonger encore dans une guerre. Donc forcément, et ça va donner l'air que nous avions eu dans la guerre froide, où chacun se regarde mais n'ose pas attaquer en premier. Et pendant ce temps, vous avez les Ukrainiens qui subissent les affres de la guerre. Donc oui, pour moi, on est sensiblement dans la même situation, à la différence près que à côté, vous avez un peuple qui souffre, et de l'autre, des pays qui sont censés les soutenir, mais qui n'osent pas, parce que même ils craignent pour leur population. Les États-Unis ne vont pas oser aujourd'hui bombarder
la Russie, sous prétexte que la Russie a attaqué l'Ukraine, parce que ça va tout de suite entraîner une représailles. Et voilà, personne n'est prêt aujourd'hui pour affronter les affres de la guerre que le monde a connue. Et pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est encore disposé à vivre de telles situations. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est une sortie de crise entre la Russie et l'Ukraine pour voilà, un retour à la paix, parce que cette situation, vous le voyez très bien, c'est les répercussions sur le monde entier, vous le voyez. Les prix des produits pétroliers qui augmentent, les prix des denrées alimentaires qui augmentent. Donc, certes, c'est uniquement une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais tout le monde en bave. Donc, voilà, on a tout intérêt à ce que cette guerre soit derrière nous rapidement et que les gens retrouvent leurs esprits pour discuter. Oui. Voilà, je reste avec vous. Henry Kissinger disait, l'ancien secrétaire d'État américain, disait encore à Davos ce 24 mai, même à 98 ans, il est toujours aussi lucide. Il dit, pour lui, la solution est simple, l'Ukraine devrait simplement renoncer à ses prétentions territoriales sur la Crimée, le Donbass, ainsi de suite, et que si la situation perdurait au-delà de 2 mois, que on rentrerait dans une zone difficilement rattrapable. Pour quelqu'un qui a vécu toute cette période et qui s'est rarement trompé par rapport à cette situation, comment vous prenez cette déclaration? Il dit simplement, voilà, que l'Ukraine fasse ses concessions territoriales et qu'on passe à autre chose, et que l'Europe surtout arrête de pousser l'Ukraine à faire front à la Russie, surtout pour ces zones-là. Oh, oui, au point où nous en sommes, je pense qu'effectivement, il va falloir qu'une des parties essaie de concéder quelque chose à l'autre. Aujourd'hui, la Russie, et clairement ses intentions, tout le monde les connaît. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le président ukrainien est prêt à sacrifier une partie de son territoire pour que la guerre cesse? Et honnêtement, je n'en sais rien, mais vu le personnage, j'en doute un peu parce que je ne suis pas sûr que le personnage que nous avons et que nous voyons depuis le début de cette crise qui s'exprime dans les différentes tribunes est prêt aujourd'hui à dire ok, voilà, je donne cette partie où les prétentions de la Russie, voilà, je les accorde pour qu'on puisse cesser le feu. Je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Mais la question, c'est est-ce que la Russie aussi est prête à arrêter et sans avoir atteint ses objectifs? Je ne suis pas sûr non plus, parce que la Russie n'aurait pas enclenché cette guerre si elle n'était pas sûre de pouvoir arriver à terme. Vous savez très bien, personne ne déclenche une guerre si elle n'est pas sûre de pouvoir la gagner. Ou du moins, voilà. Donc, aujourd'hui, on est dans une impasse et je pense que seule la négociation, en fait, peut nous faire en sorte qu'on puisse sortir de cette crise. La négociation, est-ce que ça va être territorial? Je ne sais pas, mais peut-être éventuellement que l'Ukraine signe un accord qu'ils disent qu'il ne va pas intégrer l'OTAN, puisque c'est de là que tout est parti. Tout est parti, voilà. Effectivement. Donc, tout est parti justement de là. Donc, si aujourd'hui l'Ukraine donne sa parole à la Russie, qui ne vont pas intégrer l'OTAN, est-ce que ça pourrait apaiser les tensions? Voilà. C'est une possibilité, mais dire que voilà, l'Ukraine va concéder les territoires réclamés par la Russie pour que les choses s'arrêtent, je ne suis pas sûr que le président ukrainien soit dans une posture de pouvoir faire ça, ni ait la volonté de le faire. D'accord. Je reviens sur ce plateau. Hamzat, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a proposé Henry Kissinger? Il rajoute par ailleurs, persister à vouloir infliger, c'est la tradition en français, la Russie ne servira qu'à pousser Poutine vers la Chine et l'Inde, donc à créer une nouvelle fracture, d'où la question, est-ce qu'on est reparti pour, est-ce qu'il y a des probabilités ne sont pas de plus en plus grandes pour qu'on reparte vers une scission idéologique, en tout cas, du monde. Alors, on parle du grand Henry Kissinger. Après, il y a le poids de l'âge aussi qu'il est important de prendre en compte. Mais je ne vais pas aller sur ce terrain parce que le poids de l'âge, la gravité de ses propos manifeste, enfin, traduit en tout cas l'expression d'une certaine catégorie ou d'une certaine classe de personnes, enfin dans le monde aujourd'hui, au sein de l'élite aujourd'hui. Et moi, je ne partage pas cet avis. Je ne pense pas qu'on puisse
concéder des territoires de l'Ukraine à la Russie pour que la guerre puisse cesser. Je pense que si c'est beaucoup trop facile. Et je pense que c'est même pas l'objectif premier de la Russie. L'objectif premier de la Russie, c'est pas de s'accaparer des terres ukrainiennes, non, du tout pas. Mais c'est déjà fait, de toute façon. Déjà, la Russie c'était déjà le cas. La Russie a mis en avant le fait que l'Ukraine pourrait intégrer l'OTAN. Oui. Donc c'était un danger clairement parce que l'installation des bases de défense le long de ses frontières constitue clairement un danger pour la Russie, ce que la Russie évidemment ne veut pas subir. Est-ce que c'est des prétextes? Est-ce que c'est des réalités? Est-ce que c'est vraiment des peurs qui valent la peine d'être considérées au point de déclencher une guerre, une invasion? Ils ont parlé d'opération spéciale. Oui, alors là il s'agit de la communication de Poutine vis-à-vis de son peuple. Et en matière de communication, Poutine est très, très sélectif par rapport à ce qui doit être distillé au sein des médias. Donc ça s'explique. Mais communément, on sait tous qu'il y a une guerre aujourd'hui. Et je ne pense pas que... je ne suis pas d'accord avec Henry Kissinger. Donc pour vous, laisser tomber la Crimée, le Donbass, ainsi de suite, ne contentera pas la Russie. Non seulement cela, Henry Kissinger évoque une alliance Inde, Chine, Russie. C'est pas nouveau. L'Inde, la Chine et la Russie sont devenus plus proches à partir du moment où les blocs se sont resserrés. Les blocs se sont resserrés et la Russie a pris parti en mettant plus en priorité ses relations avec les États asiatiques. Il le dit d'autant plus que pour continuer, pour paraphraser ce qu'il a dit, que ce qu'il a de l'intérêt de l'Europe de garder la Russie rattachée à l'Europe parce que, qu'on le veuille ou non, la civilisation russe est beaucoup plus européenne. C'est de l'utopie. De l'utopie dans la mesure où l'Europe ne peut plus composer avec la Russie. La Russie en est consciente, puisque composer avec la Russie reviendrait déjà à remettre en question les États de l'Est de l'Europe. Les États de l'Est de l'Europe qui étaient entre-temps membres à part entière de l'ancien URSS. Donc pour vous, il n'y a pas de solution intermédiaire. La Russie ne peut pas intégrer l'Europe, ni être sur les mêmes longueurs. Non, pas intégrer l'Union européenne, mais... non, mais voilà, quand je parle d'intégration, je parle de la composition, de la qualité des échanges Europe-Russie. Ça ne peut plus se faire. On a dépassé cette étape, d'où la recomposition des relations diplomatiques, commerciaux, de la Russie avec les autres États de l'Asie, comme la Chine, comme l'Inde aussi, qui bénéficient aujourd'hui de cette coopération. Et pour conclure, je vais dire, on est en plein dans la guerre froide, puisque l'un des objectifs principaux de la guerre froide, j'allais dire, c'est surtout de se faire la guerre, mais à travers des petits États, pour économiser, pour ne pas avoir des pertes en vies humaines sur le terrain. L'OTAN aujourd'hui n'a aucun soldat sur le territoire ukrainien, donc pas de pertes en vies humaines, pas de pertes économiques, pas de destruction de bâtiments et autres biens. Donc, oui, nous sommes en pleine guerre froide et le contraire. Perte économique, il y en a quand même un peu à cause du gaz, de l'inflation et tout le reste. Donc l'Europe se serre un peu la ceinture. C'est les dérives ou les conséquences de cette guerre qui un peu touchent à la mondialisation. Cette même question. Je vais commencer par dire que Henry Kissinger parle d'un point de vue d'observation. Et quand on parle d'observation, on parle de 98 ans d'observation qui font de lui l'une des personnes les mieux placées pour réellement apprécier ce qui se passe. Parce que les relations, il connaît le sujet, les relations internationales, les hommes, c'est l'histoire d'abord. Et qui est mieux placé que celui qui a vécu l'histoire concrètement de ce qui se passe. Et je salue sa clairvoyance parce que je dis, si les leaders actuels qui sont en activité pouvaient écouter Henry Kissinger, ils comprendraient qu'il y a une nette différence entre les relations internationales et le droit international. Du point de vue du droit international, je comprendrai votre position qui viserait à faire comprendre que Henry Kissinger n'est pas dans la droite ligne des choses. Mais Henry Kissinger ici parle du point de vue des relations internationales, de l'interaction entre les États et de ce qui a permis aujourd'hui au monde d'avoir cette architecture de maintien de la paix et de la sécurité que nous avons. C'est-à-dire que les grands États en griffe qui se retrouvent au Conseil de sécurité et qui ont le pouvoir de veto ont décidé de ne pas se faire de la guerre, en d'autres termes, de ne pas se mêler des petites
affaires qu'elle pourrait ou qu'ils pourraient avoir. Prenez le cas des États-Unis. Ce que la Russie fait aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que cela se passe dans le monde des relations internationales vis-à-vis de l'Ukraine. On est d'accord que ce n'est pas normal. On est d'accord que cela viole tous les principes de droits de l'homme et tout ce qui va avec. Mais est-ce qu'il faut sacrifier la paix et la sécurité, ce que nous voyons déjà, qui est en train d'être hautement menacé, que ce soit sur le plan économique, que sur le plan humain, qui est très hautement menacé? Est-ce qu'il faut sacrifier cela simplement parce qu'on ne veut pas faire des concessions? Et qui devrait faire des concessions? Est-ce que c'est à la Russie de faire de grosses concessions ou c'est à l'Ukraine de faire certaines concessions? Quand vous posez cette question et que vous vous référez à l'histoire des relations internationales, vous comprenez que M. Kissinger est dans une logique très, très acceptable et même admirable. Et j'irai plus loin lorsqu'il dit que si les acteurs concernés ici continuent à pousser Poutine à le maintenir dans cette situation, qu'ils verront quelque chose d'assez, disons, difficile. Je comprends parce qu'il se fie à la stratégie, à l'art de la guerre. L'art de la guerre veut que lorsque vous êtes en train de pousser un adversaire jusqu'à un coin, il faut le laisser une porte de sortie. Mais lorsque vous regardez le comportement des pays membres de l'OTAN, l'Union européenne, des États-Unis, ils se comportent comme si ils ne devront plus jamais s'asseoir et discuter avec la Russie, ce qui est impossible. Et je reviens à ce que vous étiez en train de dire pour dire que l'Europe et la Russie ne pourront plus collaborer de façon... C'est faux. C'est faux parce que même dans ce temps difficile de guerre, l'Europe et la Russie continuent de collaborer, même si ce n'est pas de façon officielle. Donc Henry Kissinger est dans une logique admirable et je le félicite. Et je pense que sur toute la ligne, sur tous les points d'observation et sur toutes les recommandations, il y a du sens à ce qu'il est en train de proposer à la communauté et que cette communauté devrait tenir compte de ces observations parce qu'aucun État aujourd'hui, au XXIe siècle, ne peut plus vivre en autarcie. Et la Russie reste un État assez important dans le schéma du monde aujourd'hui et qu'il faille forcément coûte que coûte négocier avec la Russie. Voilà. Voilà, Dr Djifa Agbezouka. Permettre, je vais rebondir un peu sur ce que le confrère vient de dire. Alors, j'ai juste une question. Si aujourd'hui, l'Ukraine décide de concéder une partie de son territoire aux Russes, est-ce que vous pensez réellement que la Russie va s'en contenter? Dans la mesure où cette concession reviendrait à dire, voilà, et l'Ukraine reconnaît sa faiblesse vis-à-vis de la Russie. C'est pour cette raison qu'on propose la concession. Parce que quand vous êtes en guerre, celui qui propose une concession, clairement, c'est une position de faiblesse qu'il est en train d'afficher. Donc, la Russie, je ne suis pas sûr qu'elle va se contenter de quelques territoires pour dire « Ok, j'arrête ». Non, ça ne se passera pas comme ça. Oui, donc, forcément, la Russie va encore profiter pour dire « Ok, voilà, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci ». Voilà. Admettons que la Russie accepte de se contenter de 3 territoires. Et on cesse la guerre. 3 territoires 5 ans plus tard, et que la Russie... Voilà. Je dis juste ça comme ça, 3 territoires quelconques, ok? Qu'on dit, voilà, on les donne à la Russie pour mettre fin à la guerre. Supposons que la Russie accepte. 5 ans plus tard, si la Russie dit, ok, aujourd'hui je ne suis plus satisfait de cet accord-là, je veux un peu plus. On va recommencer la même chose. C'est en fait, c'est là, voilà. On parle avec quelque chose de ce genre. On n'est pas en train de dire que ce que le doyen Kissinger a dit n'est pas possible. C'est une possibilité, mais sauf que cette possibilité laisse entrevoir aussi d'autres possibilités qui peuvent aussi s'avérer très dangereuses après, dans le futur. Voilà. Juste pour finir, je vous complète toujours cette déclaration de Kissinger. Il dit l'Ukraine aurait dû être un pont entre l'Europe et la Russie. Tout ce que la Russie veut, c'est une certaine neutralité de l'Ukraine. La Russie alors sinon la Russie pourrait se couper de l'Europe et chercher une alliance permanente ailleurs. Et cela peut conduire à des distances diplomatiques semblables à celles de la guerre froide. D'où la question. Je vous laisse réagir là-dessus. Je dois répondre à sa question. Il a posé une question. Oui, vous répondez tout à l'heure. Il réagit là-dessus, puisqu'on va faire le dernier tour de table. Il réagit là-dessus. C'est pas... Voilà. Il parle de neutralité, que la neutralité de l'Ukraine devrait être négociée pour qu'elle puisse être un pont entre la Russie et l'Europe. Que ça devrait, pour ce qu'il dit, ça devrait quelque peu
contenter la Russie? Alors, d'un point de vue du droit international, je ne pense pas que voilà, deux autres États ou deux groupes d'États vont s'associer et dire voilà, tel pays va servir de pont ou de zone tampon entre tel et tel territoire. L'Ukraine étant un pays indépendant, je pense qu'ils ont eux aussi le droit de définir quelle position adopter sur le plan international et avec qui justement et faire alliance. Cet Mais accord qui avait été signé, les bombes peuvent leur faire changer d'avis. Oui, c'est une possibilité. Après, encore une fois, tout dépend maintenant du président ukrainien. Est-ce qu'il va mettre la fierté de côté et prendre des décisions pragmatiques qui vont éviter à sa population de souffrir, ou est-ce qu'il va continuer en espérant recevoir de l'aide de la part des Occidentaux pour pouvoir vaincre la Russie? Donc, c'est à lui de faire le choix. Lui, il a été élu pour justement prendre des décisions pour le bien de sa population. Donc, il voit très bien ce qui se passe sur le territoire ukrainien. Donc, je pense que, voilà, à un moment donné, il va prendre la décision qui convienne pour que les choses s'arrangent pour sa population. Mais encore une fois, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Ukraine soit obligée de servir de zone tampon entre l'Europe et la Russie juste pour pouvoir contenter ces deux blocs-là. L'Ukraine a tout à fait le droit de lier alliance avec qui elle veut, si c'est avec la Russie ou si c'est avec les Occidentaux. Elle a tout à fait le droit puisque c'est un pays indépendant et qui a toutes ses prérogatives. Voilà. Alors, je vais juste commencer par prendre les mots de mon confrère qui a parlé de pragmatisme et de droit. Le problème ici ou la situation est que lorsque vous parlez de pragmatisme, vous êtes obligé de mettre de côté un peu le droit. Le pragmatisme est clair. L'Ukraine, déjà, par sa situation géographique, sert d'une zone tampon entre la Russie et l'Europe. Une zone stratégique, et lorsque vous remontez dans l'histoire de l'Europe, vous comprenez à quel point l'Ukraine en tant qu'État n'aurait ou n'arrange pas la zone lorsque l'Ukraine se rattache à l'une des parties qui semble être constituée. Et je parle de l'Europe d'un côté et de la Russie de l'autre côté, lorsque vous regardez l'histoire des relations internationales. Et à cela s'ajoutent les États-Unis. Maintenant, lorsque vous me posez la question de savoir si aujourd'hui l'Ukraine décidait d'octroyer ou de céder, de faire une concession par rapport... Oui, une concession, on va dire, une sorte de reconnaissance. Qui n'est plus une concession. Qui n'est plus une concession. Exactement, parce que les faits sont là. Je dis, l'Ukraine aurait dû accepter, pas seulement l'Ukraine, même les États-Unis, de rencontrer Poutine avant qu'on ne lance cette situation, cette opération spéciale. Parce que l'objectif de Poutine, lorsque vous écoutez la chronologie des faits, il a souhaité rencontrer et M. Zelensky et les États-Unis pour discuter de la situation qui l'inquiétait. Mais personne n'a voulu l'écouter. On en est arrivé à cette situation. Ce qui veut dire que si d'aventure cette concession se matérialisait, puisque devenait de jure, qu'est-ce qui va se passer? Il faudra mettre les garde-fours. Parce que nous sommes dans un monde qui fait que le conflit est inhérent à la nature des sociétés. Et donc, il y aura toujours à des moments donnés des leaders ou des individus qui seront poussés par leur idiosyncrasie à vouloir changer la donne. Mais tout dépendra de la capacité des acteurs et des leaders à créer des cadres appropriés pour éviter que ces débordements ne se positionnent. Et cela, ils en sont certainement capables. Bon, pour sortir de cette émission, oui, il parle de neutralité. Il parle de, voilà, qui se dépeint. En fait, en réalité, si on revient à ce qu'il dit, c'est exactement ce que l'Ukraine a pratiquement toujours été entre la Russie et l'Europe, jusqu'à ce qu'il y ait une bascule, un retour forcé, on va dire, à vouloir entrer dans l'Union européenne. Et ça, on peut parler aussi de la situation de la Finlande, de la Suède, ainsi de suite, qui veulent intégrer l'OTAN. Ces pays, la Finlande qui était dans une sorte de neutralité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un statut qui existe. Donc comment vous entrevoyez ça? Écoutez, je vais être pragmatique. Oui. L'Ukraine, en tant que zone tampon, si on se réfère à l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Parce que si on doit juste s'en contenter, eh bien, je me pose la question sur les États baltes.
la Lettonie, la Lituanie. Eux, ils ne sont pas des États tampons, mais pourtant ils ont intégré l'Union européenne parce qu'ils sont des républiques autonomes, libres et indépendantes. Donc, une fois qu'on est sorti... On peut dire que ces pays ne sont pas aussi importants aux yeux de la Russie. Bien sûr, ces États sont très importants. Si vous vous référez à l'histoire de l'URSS, eh bien, la propagande russe se faisait à travers ces États. Oui, mais de toute façon, ces États sont rentrés dans l'Union européenne. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté. Si vous permettez, l'Ukraine est considérée par la Russie comme étant même l'une des sources de l'existence de la Russie. Et quand vous remontez à Tchernobyl, vous tenez compte de cette histoire-là, vous comprenez que les autres États que vous citez n'ont pas forcément la même valeur pour la Russie que l'Ukraine. Il va conclure. Alors, je vais conclure. Concluez parce qu'on rogne déjà sur le temps. Oui. En disant, les propos de Kissinger ne sont pas fidèles à la réalité. Il faut être pragmatique et le reconnaître. Aujourd'hui, nous sommes déjà en plein dans un conflit dont il faut sortir. Et pour sortir, il faut négocier. Négocier ne revient pas à faire des concessions suicidaires parce que Henry Kissinger, malgré le poids de son âge, malgré le poids de son expérience, eh bien, il fait des propositions suicidaires. Suivre ses propos, eh bien, c'est s'apprêter à voir une Ukraine disloquée, fracturée, fragmentée, et pourquoi pas une Russie aussi divisée, parce qu'on ne le dit pas assez, mais l'opinion russe est très critique par rapport à cette guerre, à cette invasion. Voilà. Merci beaucoup, Hamzat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes expert consultant en relations internationales. Morgane Assorba Metonji, je rappelle que vous êtes consultant et expert en géopolitique. Dr Djifa Agbezouken, merci. Le temps est vite passé. Merci pour votre participation. Là, on finit sur ces échanges, en espérant pouvoir vous retrouver très vite. Portez-vous bien, on va dire, peut-être à la semaine prochaine. Merci à vous pour l'invitation et à la prochaine. À la prochaine, voilà, merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes au bout de votre émission internationale. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis et rendez-vous à vendredi prochain pour une autre édition.